Salut Rémi. Bonjour Yann. On va faire un exercice que j'estimerais être compliqué, mais je pense que pour toi ça va être assez simple. Tu accompagnes des gens qui partent vraiment de zéro, qui n'ont aucune connaissance et qui veulent installer un système autonome photovoltaïque, peut-être éolien, mais ça on ne va pas spécialement en parler, mais un système autonome électrique. Et tu m'as dit, il y a toujours des questions qui reviennent et tout, donc tu vas me faire une présentation. Et après, on va montrer aux gens la différence entre le lithium. Bon, le lithium, moi, je le prendrai en vidéo s'il faut chez moi. Et surtout, maintenant, tu es sur des batteries nickel fer. J'en ai jamais filmé. On va leur montrer les pour et les contre parce qu'il y a quand même certains problèmes quand même dessus. Mais il y a aussi de très grande qualité. Et on expliquera voilà, pourquoi ça peut être intéressant dans un cas, peut-être moins dans l'autre. Mais là, tu as quand même une des missions les plus compliquées parce que ça fait 4 ans et chaque année, j'essaye de faire une vidéo pour un petit peu vulgariser le système autonome solaire, photovoltaïque. Et c'est quand même assez compliqué. Donc toi qui fais de l'accompagnement, tu as une bonne heure devant toi pour nous expliquer tout ça et surtout pour essayer de répondre aux questions qu'on pose assez régulièrement. Ok. Au revoir, merci. Bien. Alors, à partir du moment où on commence à s'intéresser à la production d'énergie, on a une première question à se poser, c'est pourquoi on veut produire son énergie. Et en fonction de la réponse, on va plutôt partir sur un système donc site isolé, donc c'est de l'autonomie, ou on va partir sur des systèmes hybrides où on va garder une connexion avec le réseau et on va faire en sorte de petit à petit diminuer sa consommation ou essayer de pallier aux coupures, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode hybride. Après, il y a un autre schéma où je ne vais pas aller beaucoup plus loin, c'est les raccords des réseaux. Donc c'est la revente en surplus ou revente totale qui là ne donne aucune autonomie, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quoique maintenant on appelle ça des batteries virtuelles. Est-ce que tu as déjà entendu cette expression? Oui, alors j'en entends pas mal parler parce qu'il y a des gens qui me contactent et qui ont ce modèle, qui ont souscrit à ce modèle parce qu'en fait physiquement c'est réellement virtuel. Là aussi, la batterie virtuelle ne donne absolument aucune autonomie, c'est juste un comptage de ce qui ressort et en fonction de ce qui rentre. Mais c'est pas. Alors ça peut être économiquement intéressant, mais au niveau de l'autonomie, ce qui est notre sujet là, c'est pas du tout l'objectif. Et donc ensuite, une fois qu'on a réfléchi sur nos motivations, par exemple, il y en a qui me contactent en disant « moi j'ai le Linky, on m'a obligé à mettre le Linky, ou j'étais pas là, ou finalement j'en veux plus, comment je peux faire ?» Donc, comme on ne peut pas facilement faire enlever un Linky, il y en a certains qui disent bah, « puisque c'est comme ça, je veux me déconnecter du réseau ». Donc ça, c'est une des motivations. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont peur des micro-coupures. Donc dans le cas des micro-coupures, on peut se dire bah, avec un système hybride, il va pouvoir pallier aux micro-coupures, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un peu les premières questions. Excuse-moi, on a le droit de vivre hors réseau. C'est pas interdit maintenant. Bien sûr, non seulement on a le droit de vivre hors réseau, mais on a le droit de produire son électricité, et on a même le droit de le produire comme on veut. Si on veut mettre quelqu'un qui pédale dans la cave, on a le droit. Ça ne va pas produire beaucoup, hein, je vous préviens tout de suite. S'il y en a, d'ailleurs, je fais un appel, s'il y en a qui veulent tester ça, voir ce que ça donne un vélo qui produit de l'électricité, vous venez au salon Vivre Autonome, qui est le 20... Ça dépend quand ils le verront. Peut-être qu'il sera déjà passé sur cette vidéo. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, mais il y en aura peut-être pour le suivant, oui, on en aura. Tu fais des salons, il faut le dire aussi, que tu fais. On va faire des présentations dans différents salons, et notamment dans celui-là, où on aura ce système-là. Donc vous venez pédaler, vous allez voir combien vous allez produire, vous allez être déçus, je vous préviens tout de suite. Donc oui, on a tout à fait le droit de produire son énergie. Après, c'est à partir du moment où on veut la revendre ou la réinjecter sur le réseau que là, il y a des réglementations, il faut faire un peu attention. Et quand on accueille le public, là aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc une fois qu'on a précisé un petit peu nos motivations, il faut connaître notre consommation. Ça, c'est la première chose. Savoir quels sont les éléments qui consomment le plus sur la durée et sur la puissance. C'est-à-dire quelque chose qui va consommer 5000 watts, donc par exemple une très grosse disqueuse, ça va être très handicapant sur un site isolé, ça veut dire qu'il faut un onduleur qui puisse envoyer du 5000 watts. Bon, c'est du très très gros 5000 watts, hein, j'exagère un peu. Mais ça veut dire que on va être obligé d'avoir un matériel surdimensionné uniquement pour, ça m'est déjà arrivé par exemple pour un poste à souder, où la maison, tout allait bien, il n'y avait rien qui consommait beaucoup, puis à la fin il me dit « ah oui, au fait, moi je fais de la soudure ». Oula! Ah oui, alors la soudure, du coup, là, ça ne va pas être pareil. Donc, soit on passe sur un poste plus court, ou alors on essaie de trouver une solution juste pour le moment où on va faire de la soudure. Là, c'est plus un groupe électrogène qu'on conseille si on ne soude pas tous les jours et qu'on soude de temps en temps. Ben, ça peut être ça, mais aussi quelqu'un qui part sur un modèle hybride, on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une prise raccordée au réseau
qui n'est que raccordé au réseau, et le poste à souder va venir se brancher là-dessus. Et le reste de la maison, on le met en mode hybride. Donc voilà. Ensuite, c'est de savoir combien consomment ces outils sur la durée. Donc ça, c'est la consommation, ce qu'on appelle les kilowattheures. Et ça, c'est assez compliqué. Quand on prend par exemple cet outil que certains d'entre vous doivent avoir. De marque Grip, hein. Je ne fais pas de placement produit, il ne doit même plus exister. Ah mais si, je ne le montre pas, il est de ce côté la marque. Donc un grille-pain, c'est un acte anodin le matin de mettre ces 2 tartines dedans. Au final, on peut se rendre compte que ça peut consommer beaucoup. Et dans la puissance et sur la consommation sur la durée. Ça va dépendre du nombre de tartines qu'on utilise. Donc dans ce cas, pour arriver à savoir combien consomment nos outils, il y a une étiquette en dessous qui donne une indication, mais une indication de puissance, pas de consommation. Donc on peut acheter cet outil, il y en a plein, ça s'appelle des wattmètres, qui vont nous donner alors il n'est pas rétroéclairé, je suis désolé. Alors non mais je vais juste... Ah ouais, on voit pas. J'ai déjà vu ça sous consomètre aussi en nom, je sais pas. Oui, on peut dire ça aussi. Ouais. Et donc là, on branche dessus. Donc ça, c'est très facile puisque c'est un outil qu'on branche entre les 2 prises. Donc on le branche dessus. Ça va nous donner une indication notamment de la différence entre les watts. Voilà, là on le verra pas, mais... Ouais, donc je vais pas trop. Mais il y a une différence entre les volts ampères et les watts. Donc ça, par rapport au Linky, il y en a qui se posaient la question. C'est vrai qu'on va voir qu'il y a quand même une différence. Une fois qu'on l'a branché dessus, on met en route le grille-pain. On va voir ici qu'on va avoir une consommation qui nous donne déjà la puissance. Là, par exemple, ce petit grille-pain-là, il a une puissance nécessaire de 1000 watts. Là, il y a 1000 watts utilisés. Ouais, il y a 1000 watts. On ne le voit pas de toute façon, puis il faut laisser. Non, mais c'est pas grave, au moins si tu le dis, on te croit. Ouais, croyez-moi sur... Donc ça paraît pas comme ça, 1000 watts. Si on compare par rapport à la lampe qui est au-dessus, qui elle fait 5 watts, on se rend bien compte de la différence de consommation que ça va être. Sauf qu'elle reste des heures dans la journée allumée, alors que lui, par contre, il n'est pas allumé très longtemps. J'ai fait le test il y a 2 jours avec mes 3 enfants. Bon, ils se sont fait un peu plaisir sur les tartines. Au final, on est quand même arrivé qu'à 128, donc 0,128 kWh. C'est pas énorme, mais c'est quand même un jour de pluie comme aujourd'hui. Moi, j'ai à peu près 6 kg de posé. Là, tout de suite, ça va être peut-être la moitié de la puissance de mon installation. 128 Wh, ça a utilisé. Ça fait 128 Wh. Voilà. Pour griller je sais pas, mes 10 tartines. Donc c'est quand même une consommation relativement importante. Mais c'est très difficile d'arriver à savoir exactement ce qu'on consomme. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'acheter cet outil, de le mettre derrière la télé en se regardant un film. On regarde combien ça consomme, on se dit bon ok, des films, je me regarde 3 par semaine, donc j'ai déjà ça de consommation par semaine. On peut le mettre sur les différents outils, les perceuses, les ordinateurs, parce que c'est assez difficile d'arriver à savoir combien consomme un ordinateur, sachant que les ordinateurs, si on fait du gaming ou si on fait de l'open office, on ne va pas avoir déjà la même consommation. Donc c'est pas mal d'avoir un peu une idée. Une fois qu'on sait combien on consomme, voilà, c'est bien, on est en train de chauffer, voilà. Une fois qu'on a un petit peu une idée de ce qu'on consomme, on va calculer ce qu'on peut consommer en mode dégradé. Donc le mode dégradé, c'est les moments où on va faire des efforts parce qu'on n'a pas assez d'électricité, surtout pour ceux qui sont en site isolé. Ils vont avoir une très grosse différence entre l'été, où en gros ils vont produire 3 fois plus d'électricité, quand on a avec des panneaux solaires, hein, pas avec une éolienne ou une microcentrale hydroélectrique, mais sur du photovoltaïque. On va produire 3 fois plus d'électricité à la journée que l'hiver. Bon, ça tombe mal parce que c'est plutôt en hiver qu'on a les éclairages qui sont allumés. Après, pour ceux qui font de l'irrigation, par exemple des pompes, ça consomme beaucoup, donc là, ça compense, c'est pas mal. C'est bien en été, on n'en fait pas en hiver. Mais on va essayer de voir quels sont les points sur lesquels on peut faire des économies. Donc là, typiquement, lui, on va se dire, bon, mais c'est terminé, je vais arrêter de me griller mes tartines à l'électricité en plein hiver. Je vais le faire sur la cuisinière. Si je suis résilient, j'ai une mode de cuisson à bois, et donc normalement, je vais avoir ça. Par contre, et c'est là où peut-être ça va étonner certains, d'avoir des plaques électriques, c'est pas si stupide que ça. Parce qu'en été, on en a trop d'électricité. Oui. Et par contre, démarrer une cuisinière dans la maison, alors qu'il fait une canicule pas possible dehors,
Admettons qu'on ait une maison paille super bien isolée et qu'on commence à mettre en route la cuisinière, on va faire monter de 2 degrés la maison paille. Tout ça pour, bon j'exagère un peu, pour griller des tartines le matin pour les enfants, ça peut paraître un peu dommage. Là, il vaut mieux avoir une cuisine d'été dans ces moments-là. Alors exactement, tout à fait. Il y a la solution de la cuisine d'été, mais il y a aussi l'idée de se dire, j'ai du matériel électrique, comme le grille-pain par exemple, mais ou des plaques électriques, que je vais utiliser, mais que l'été. Et là, c'est des panneaux seulement qui font chauffer les... Là, si. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser plutôt à midi, au moment où on produit le plus, pour ne pas faire cycler les batteries. Mais bon, le matin, en général, le matin, en plein été, les batteries, elles sont encore pleines, hein, de toute façon. Donc, on peut se permettre de les utiliser. Par contre, il faut... Et c'est là aussi, en mode résilience, on va devoir multiplier le matériel. C'est-à-dire, en plein hiver, j'ai une cuisinière, en plein été, j'ai des plaques électriques. Pareil pour le four, se dire surtout, je ne vais pas utiliser un four électrique en plein hiver, parce que là, mes batteries, je vais les vider très très vite. Donc, surtout pas ça. Donc, j'ai mon four sur mon poêle de masse, par exemple, ou sur ma cuisinière bois. J'utilise en plein hiver, ça tombe bien, ça me fait aussi le chauffage de la maison. Mais par contre, en plein été, je vais utiliser soit mon four solaire, dont on a déjà parlé, qui est l'outil idéal, mais aussi se dire mon séchoir il est électrique et c'est pas grave puisque l'été j'ai l'électricité, mon four je vais l'utiliser aussi, un four électrique. L'été on se pose pas trop la question, c'est plus pour l'eau, enfin chez moi on a peur pour l'eau, mais on se pose pas les questions et c'est l'inverse en hiver. On manque d'électricité l'hiver, mais par contre l'eau en général on en a beaucoup. Je pense que tu as le même... Ah oui c'est ça, d'ailleurs c'est un sujet qu'on aborde souvent dans les stages, c'est qu'en fait, l'autonomie, la résilience et aussi évidemment la permaculture amènent des moments de l'abondance. On peut avoir énormément d'eau, on peut avoir énormément d'eau chaude aussi. Il y a des moments où, là par exemple, il y a 2 jours, le chauffage était éteint, mais mon système solaire était en route, donc j'avais 1000 litres à 80 degrés. C'est presque dommage de se dire j'en fais quoi, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc là, c'est à nous à chaque fois d'optimiser, de se dire là mes batteries sont pleines, il est midi, il faut que j'utilise cette énergie. Donc c'est là aussi où on va modifier son outillage. Par exemple, on va utiliser les tronçonneuses électriques et on va plutôt couper le bois l'été. Oui, quand ça a séché. Normalement, il faut Exactement. Faire tomber son arbre quand il est hors sève. Oui, mais de toute façon, tu ne vas pas trop te balader avec ton onduleur et ta batterie dans la forêt. Donc tu le coupes dans la forêt, tu l'amènes chez toi, et en plein été, quand il va falloir couper en 30 ou en 50, là tu le fais avec une tronçonneuse électrique, et tu vas utiliser ton système photovoltaïque. Finalement, c'est presque une deuxième forme de stockage, de se dire je coupe en été avec l'électricité que j'ai en trop. Pareil pour souvent on a le débat séchoir électrique, séchoir solaire, on se dit non mais quand même je ne vais pas utiliser de l'énergie photovoltaïque pour sécher mes tomates, alors qu'il fait beau. Mais au final, si le séchoir électrique fonctionne sur mon onduleur, à part le fait que ça l'use un petit peu forcément de l'utiliser, mais au final, je vais aussi utiliser l'énergie solaire. Il y aura juste une transformation, mais comme cette énergie, je l'ai en trop, alors il y en a qui sont branchés au réseau, qui le renvoient sur le réseau, donc dans ce cas, après, c'est un autre mode de consommation et de gestion de l'énergie. Mais si on n'est pas connecté au réseau, il faut absolument utiliser cette énergie à tout prix. Donc, c'est pas que ça dégrade, mais c'est qu'on rentabilise l'installation à partir du moment où on l'utilise. Donc, avoir un fendeur électrique, une tronçonneuse électrique, avoir un broyeur électrique, ça, en été, on peut broyer aussi. Il faut à chaque fois se dire, bon, ok, je vais utiliser ça. On pourrait se dire aussi, la tondeuse électrique, c'est un non-sens. Au final, si on utilise l'électricité quand on en a trop, il vaut mieux tondre avec une tondeuse électrique, plutôt qu'une tondeuse thermique qui va polluer, etc. Donc voilà, à chaque fois, il faut réfléchir à tout ça. Donc, une fois qu'on a fait tous ces calculs par rapport à la consommation qu'on a en mode confort, la consommation qu'on a en mode été, la consommation qu'on a en mode dégradé. Après, on va dimensionner, de se dire, ok, j'ai besoin, alors ça dépend évidemment des endroits où on est, mais j'ai besoin d'avoir 4 jours d'autonomie, donc je vais calculer, je vais multiplier ma consommation par 4, et après je vais calculer selon le modèle de batterie, combien il me faut de puissance de batterie. Donc c'est là où c'est pas très simple, il y a souvent des logiciels qui le permettent sur les sites internet. Je crois que Watunid, il y en a un qui est bien fait, qui permet justement un peu de calculer tout ça. Voilà. Je pense qu'on en parlera un de ces 4 des différents logiciels. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein qui sont très très bien faits. Maintenant, ils sont vraiment agréables à utiliser. Avant, c'était vraiment des chiffres qu'il fallait envoyer dans tous les sens. Non, c'est plus trop le cas. C'est convivial. Comment on dit quand l'interface, c'est user-friendly maintenant. Ah, ok. J'ai pas de nom en français, mais l'interface est quand même agréable maintenant. Ils ont fait des efforts. Ouais. Oui, n'importe qui peut commencer déjà à se faire une idée. Ensuite, il va falloir choisir la technologie de batterie. Donc sur la technologie de batterie, on a vu
On a vu déjà les OPZS, on va voir les nickel-fer. On a là ce qui s'appelle celles-là qui sont des batteries gel. Donc ça c'est une mini, hein, mais il y en a les mêmes en très gros. Donc à chaque fois il y a des avantages et des inconvénients. Celle-là par exemple on peut la mettre à l'envers. Ce qu'on ne fait pas avec des OPZS, on peut les poser dans tous les sens. Plomb et gel, parce qu'on dit gel, ça. les gens oui, des fois ils comprennent pas. Et alors l'inconvénient c'est la durée de vie de celles-là. Elles ne durent pas très longtemps, elles ne sont pas très chères, mais elles sont assez faciles d'utilisation. Après, pour les bricoleurs, on va en parler par rapport aux panneaux aussi, mais moi je fais beaucoup la promotion du bricolage et de la récupération. Les L-ions sont les batteries les plus polluantes à la fabrication et au recyclage. Donc c'est ces petites batteries, hein, dans les pilons de tech, là, il y a des batteries comme ça. Par contre, il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut les récupérer soi-même. Donc là, par exemple, ça c'est une batterie d'ordinateur portable. Ah oui. Et donc on les casse, et à l'intérieur... Ouais, n'y allez pas avec un marteau, sinon vous allez tout exploser. Bon, faut prendre quelques précautions, hein, j'y vais comme une brute, mais... Voilà, donc à l'intérieur, on retrouve ces fameuses petites batteries. Donc là, il y a une vidéo de Barnabé Chaillot qui explique quelles précautions et puis comment les tester, parce que c'est quand même très très long. Parce que en fait, des fois, il suffit qu'il y en ait une qui soit HS et ça met toute la barre... Ah, c'est ça, là il y en a 6. Il suffit qu'il y en ait une seule qui soit complètement morte, et puis il y a ce qui s'appelle le BMS, donc c'est-à-dire cette petite carte électronique, qui va dire « Oula, j'ai un souci », il met en rideau le système, alors que les autres batteries sont bonnes. Donc en fait, on doit les démonter. Alors en général, pour ceux qui ont déjà bricolé, ils vont voir qu'à chaque fois, on se coupe avec ces trucs-là. Et c'est assez dangereux. Et surtout, il faut faire attention de ne pas faire de courjus, hein, parce que ces batteries-là, elles partent en autocombustion, donc elles peuvent monter très très haut en température. Ça m'est arrivé 2 fois d'en jeter une par la fenêtre. Ah oui, il faut, ouais. Ah oui, il faut pas garder ça. En plus, c'est hyper toxique, donc il ne faut pas la garder dans la maison si ça... Ça brûle genre comme une torche. Ah oui, il y a eu des scandales de smartphones qui brûlaient dans les poches, et ouais, c'est cette technologie-là. Donc il faut quand même faire attention, c'est pour ça que c'est bien de regarder de quelques tutos pour savoir comment faire. Mais d'un point de vue écologique, ça devient intéressant puisqu'elles sont destinées à être recyclées et très mal recyclées. Donc si on peut en récupérer et puis refaire une batterie avec, là par contre on est gagnant, quoi. Donc voilà, on peut faire un peu de récupération, c'est les seules technologies où on peut se permettre de faire de la récupération. Sur cette technologie-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Très difficile de les tester. C'est assez rare. Ça m'est arrivé, hein, d'ailleurs, ça c'est de la récup. Ça m'est arrivé d'arriver en réutiliser, mais on sait qu'on n'ira jamais très loin avec de la batterie d'occasion comme ça. Sur les nickel-fer, pour ceux qui arrivent à en trouver d'occasion, mais je pense que, ouais, bravo. Mais effectivement, les nickel-fer, on pourrait se le permettre. Une fois qu'on a choisi notre type de batterie, donc qui va dépendre de la place qu'on a, de l'envie ou pas d'avoir de l'entretien, parce qu'il y en a où il y en a de l'entretien, où il y a de l'entretien, donc ça veut dire que régulièrement il faut venir voir. Mais le nickel-fer, c'est le plus cher de tous, si je dis pas de bêtises. Alors c'est le plus cher de tous, mais si tu comptes au kilowattheure, si tu comptes au nombre de cycles, non, puisque ça en fait beaucoup plus. D'ailleurs c'est même plutôt moins cher, mais c'est vrai qu'au début de l'installation, il va falloir lâcher un billet plus gros, et pour certains c'est pas possible, parce que tu parles souvent d'autonomie. On sait combien ça coûte. D'ailleurs, on a fait les calculs, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans tes vidéos, on a fait le calcul pour écrire le bouquin. Et entre quelqu'un qui construit une maison ou qui rénove une maison classique et quelqu'un qui veut la faire passer en mode autonome, ça va coûter entre 50 et 60 000 euros en plus. C'est le budget pour avoir la récupération d'eau de pluie, alors qu'il n'y en avait pas, la partie photovoltaïque, etc., etc. En 2022. En 2022, voilà. Pour une famille de 4, à peu près oui, c'est ça, sur une famille classique. Par contre, dès qu'on va faire soi-même, on va diminuer d'autant tout ce qu'on va faire soi-même, bien sûr. Mais quelqu'un qui veut faire toute cette installation-là, il va avoir ça en plus, quoi. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Sachant que, alors là, moi, c'est pas pour casser, surtout toi qui en es un, mais t'es pas un installateur avec juste une marque, ceci, cela. Les installateurs aussi, en général, font marge beaucoup sur le produit et en plus sur l'installation. Donc c'est là où si tu installes toi-même, en plus de choisir du bon matériel, tu marges beaucoup moins. Je veux dire, tu payes beaucoup moins si tu le fais toi-même parce que. Ah, bien sûr, tu vas pas as les payer... prix internet. Attention, c'est pas pour casser le boulot des installateurs. Les installateurs, toi le premier, parce qu'il y a du stockage, il y a de la commande, il y a ceci, il y a cela. Ah non, puis en plus, moi j'étais installateur avant, maintenant je suis plus que formateur. Mais quand j'étais installateur, je payais 7 000 euros de décennale par an. Donc, puis voilà, et puis du coup, tu dois avoir un super fourgon parce qu'il faut arriver avec tout le matos, etc. etc. Donc, bien sûr qu'ils sont obligés de marger, bien sûr. Ils n'ont pas le choix.
Après, il y a l'URSSAF, après, il y a tout. Ouais, il y a l'URSSAF, il y a tout ça. Donc, quand on est artisan, on doit payer tous les quali PV, donc il y a des frais qui sont importants, et donc au final, bah, forcément, c'est le client qui le paye. Après, quand on installe soi-même, bah, on n'a pas tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est de l'électricité, on peut faire des bêtises, on peut se tromper sur le dimensionnement, on peut se tromper sur les branchements. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir fait une formation ou de se faire accompagner à distance ou localement, pour que l'installation soit faite correctement. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, il y a des risques. Donc voilà, donc là on était parti sur la partie batterie. Ensuite on va dimensionner les panneaux photovoltaïques. Là où j'insiste beaucoup là-dessus, mais je sais qu'Wattunid en fait aussi la promotion, plus on va mettre de panneaux, moins on va avoir besoin de batterie, moins on va user les batteries, et donc plus on aura de durabilité dans le temps. Et surtout, il faut dire aux gens, c'est quand même les panneaux qui produisent de l'électricité. Les batteries ne font que stocker, et quand elles sont vides, que le panneau, dès qu'il y a du soleil, il fournit. Oui. C'est un truc aussi, c'est vrai, on n'insiste pas assez là-dessus. La production électrique à 100% arrive des panneaux. S'il n'y a plus de panneaux, on peut avoir 1 milliard de stockage de batteries, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est pour ça qu'on peut surdimensionner les panneaux, mais surtout pas les batteries. Parce que si on surdimensionne les batteries, on ne va jamais réussir à les remplir au taquet, sauf en plein été. Et là, on risque aussi de les abîmer. Alors, sur les Li-ion, pas trop, ou les LiFePO, hein, il faut bien parler des deux, parce que autant moi, je n'installe pas de Li-ion. Par contre, les LiFePO, comme le bilan écologique est plus intéressant, je commence un peu à m'y intéresser. Mais dans tous les cas, ces deux technologies-là ne souffrent pas trop d'avoir des charges qui ne soient pas complètes. Mais sur des OPZS, par exemple, si pendant 6 mois de l'année, elles sont chargées qu'à 50%, ça va les tuer très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au dimensionnement et plutôt surdimensionner photovoltaïque. Là où on ne peut pas faire ça avec du thermique, parce qu'avec du thermique, si jamais on a mis trop de panneaux, quand ils sont trop chauds, ils continuent encore à chauffer. On peut les vider, les miens ils se vident, donc il n'y a plus d'eau dedans, mais on a quand même des joints, on a quand même tout un système qui va monter en température, et c'est pas bon. Alors que le photovoltaïque, quand tout est plein et que personne ne consomme, bah, le système, il y a une sorte, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, mais il y a une sorte d'interrupteur qui s'ouvre, et puis voilà, c'est tout. Ça se dissipe. Non, même pas. Ah non, même pas, ça n'est pas produit. Et on peut avoir, ça m'est arrivé, hein, on peut stocker des panneaux photovoltaïques dehors, en plein soleil, avec les deux câbles qui se baladent comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient juste comme ça, sinon on va avoir une étincelle. Mais d'ailleurs, pour ça que des fois on met des bouchons. Mais il suffit on met les câbles comme ça, même si on veut, on peut les mettre en courju, au pire, il ne se passe rien. C'est complètement inerte. Donc c'est pour ça qu'on a surtout, alors quand on les achète neufs, les panneaux photovoltaïques, on se dit non mais j'ai quand même un budget, je ne vais pas en mettre 50 là où j'en ai besoin de 10. Mais quand on les récupère, quand on les achète d'occasion, si on a la place, mais lâchez-vous, mettez-en autant que vous voulez. C'est aucun problème. Plus vous allez en mettre et moins vous allez utiliser vos batteries. Donc d'un point de vue écologique, c'est bien meilleur. Et comme j'en avais déjà parlé, mais comme aujourd'hui on peut arriver à en trouver d'occasion, mais allons-y. Allons-y. Est-ce que tu peux toi qui as installé des panneaux, en réutilise aussi des anciens, quand on donnait les panneaux pour 20 ans, c'est bien plus, toi, de ton expérience. Ah oui, non, mais c'est 40, on le sait. On sait que c'est au moins 40. C'est pour ça que je me permets de te le faire redire, parce que on restait sur du... Quand tu regardes, par exemple, je crois que c'est Jean-Marc Jancovici, quand il disait « Ouais, mais regardez les panneaux à production », au bout de 20 ans, je fais « Ah là, quand même, je sais qu'il doit savoir que... » Enfin, j'ai déjà vu, je crois que c'est... Je ne lui ai pas envoyé mon livre, mais il faudrait qu'il lise mon livre, parce que dans le livre, on le précise, il y a du monitoring. Le premier monitoring, il a été fait sur l'installation de 92, je crois, en Savoie. Et donc, on sait exactement, alors peut-être je dirais une bêtise, mais je crois que c'est 0,3% de rendement en moins par an. Ce qui est super faible. C'est que dalle. Donc c'est pour ça que, au pire, on se dit, bon, si j'ai besoin de produire, je dis 1000 kWh par an, si je perds 0,3% et qu'au bout de 20 ans, je vais encore en produire autant, bah, tu mets 2 panneaux de plus. Oui. Et puis c'est pareil, quoi. Donc c'est pour ça que cette histoire de perte de rendement, mais c'est de la rigolade. Et en plus, et ça c'est un point très important, il faut les nettoyer. Parce qu'au final, la perte de rendement, elle est surtout liée. Il y en a qui le disent, je ne comprends pas, ça produit beaucoup moins. Alors il y a une très grosse perte la première année. C'est-à-dire quand on installe les panneaux, genre un kit à 3 kg, première année, on dit mais moi j'ai fait des pics à 3,3 kg et j'y suis plus jamais arrivé. C'est normal, c'est la première année. Mais par contre après, donc on arrive en général la deuxième année, on est à 2,8 kg maxi, voire 3 kg, mais on ne dépasse plus, sauf quand il fait super froid. Mais ensuite, après, ça se stabilise et on va avoir une baisse qui est tranquille, quoi.
Donc faut pas s'inquiéter de ça. C'est pour moi le panneau photovoltaïque, c'est du matériel durable, vraiment durable. Là où l'éolien, c'est moins le cas, parce qu'il y a une usure. Et les batteries, pour certaines, encore moins le cas. Et les batteries, bien sûr. Ouais, bien C'est sûr. ça le point, c'est et l'onduleur et les batteries, le point faible. Parce que... Alors sur toutes les technologies de batterie, c'est la batterie, sauf les NIFE, qui elles vont durer plus que les onduleurs. Mais sinon, en général, l'onduleur va... enfin, la batterie à Lyon, par exemple, si on met un bon onduleur, elle va casser avant l'onduleur. D'accord, ça c'est bon. Ça. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a un point qu'on avait un peu abordé, mais je peux en reparler aussi, c'est le fameux 12 volts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va transformer de l'électricité, on va avoir une perte. Et surtout, comme on passe par un onduleur et que c'est un outil dans lequel il y a beaucoup d'électronique, il y a donc une fragilité, on va avoir une casse de cet onduleur. Donc on peut partir sur la méthode de la redondance, c'est-à-dire en avoir un d'avance. Mais on peut aussi se dire, puisque ma batterie c'est du 12 volts, que dans ma maison il y a plein de choses qui sont 12 volts, notamment les prises USB. Donc les prises USB qu'on utilise pour les smartphones, pour les téléphones portables, pour plein de lampes aujourd'hui. Il y a plein de jouets d'enfants aussi qui fonctionnent avec de l'USB. Ici, donc ça coûte 5 €. Là, on met du 12 volts à la sortie, on a de l'USB. Donc on peut très bien se dire, je vais faire une partie de ma maison, notamment l'éclairage, qui peut très bien fonctionner en basse tension, directement en 12 volts. Donc on va partir de la batterie. Si c'est du 48 volts, on achète un outil qui s'appelle un Orion chez Victron, un convertisseur courant continu. Et donc on va passer du 48 au 12 volts. Et ensuite, on va envoyer, alors attention, il faut des câbles plus gros, donc il y a des abacs à télécharger pour savoir quelles sont les tailles en fonction des puissances. Et on va envoyer du 12 volts dans la maison partout où c'est utile. Alors, Alors, parce que des fois, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de 220. Au final, non. Un ordinateur portable, on peut le faire tourner en 12 volts. Parce qu'un ordinateur portable, c'est 19 volts. Enfin, ça dépend, il y a des 18,5, des 19,5. Mais on est sur de la basse tension continue, les ordinateurs portables. On peut acheter un accessoire qui coûte à peu près 15 €, qui peut passer du 12 au, alors qu'il y a un petit curseur, et on va lui demander à combien, 19, c'est écrit derrière l'ordinateur portable, et on va l'envoyer là-dessus. Donc ça veut dire qu'on a une prise allume-cigare, c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans les voitures. Donc d'un côté, on a la prise allume-cigare, on met ce petit outil, et l'ordinateur portable va fonctionner en basse tension. Wow, ça c'est bon ça. Voilà. Et au final, quand on regarde autour de soi, qu'est-ce qui a vraiment besoin de tourner en 220 ? Alors il y en a, il y a la machine à laver, ça fonctionne en 12 volts, il y en a, mais enfin ça coûte vraiment plus cher. La friteuse Alors la friteuse, ok, mais en été. Hein. La machine à raclette. La machine à raclette, oui, alors là en été c'est compliqué la machine à raclette. Bon, on va oublier la machine à raclette. Non, des fois, mais non, mais c'est vrai, moi quand j'ai fait le calcul, j'ai pas tant d'appareils électriques chez moi et j'en ai pas eu besoin de beaucoup. Non, mais c'est ça le mode dégradé, c'est de se dire, par exemple sur ceux qui sont en hybride, c'est-à-dire qu'ils gardent une connexion à EDF, ils ne changent pas leur confort, ils se font une raclette le 21 décembre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand on passe au mode dégradé, on oublie ça. Alors après, en plein mois de février, on s'est tapé une semaine complète de gros soleil, ok, on peut se faire une raclette. Et c'est pour ça que c'est là où c'est passionnant, c'est qu'on va se reconnecter à la nature, se dire là il fait beau, j'ai donc certaines possibilités. Là il a plu, mes cuves sont pleines, donc je vais pouvoir faire des choses. Et on regarde dehors avant de faire. Alors qu'aujourd'hui, nous on appuie sur des boutons en disant je veux ça, je veux de la lumière, j'appuie, je veux du chaud, j'appuie. Je veux des fraises en plein hiver. Je les ai. Là non, on va regarder dehors et se dire là j'ai une possibilité, je le fais. Et même il fait super beau, mes batteries sont pleines. Et du coup on se fait une raclette en famille et puis c'est la fête. Je voudrais qu'on aborde un petit truc en rapport avec ça, parce que toi, vu que tu installes chez des gens et que moi je suis allé voir des gens donc chez eux, et tu estimes à combien de temps, à peu près, en moyenne, le temps pour réussir à apprivoiser son système où les gens ils disent ah là je peux faire ça, parce qu'au début, il faut avouer qu'on vide vite les batteries, qu'on fait quelques erreurs et c'est pas grave. Toi, à partir de combien de temps, en mois ou en année, les gens te font Rémi, t'inquiète, maintenant je maîtrise, à peu près? Je dirais c'est comme le bois. C'est-à-dire que ceux qui ne se sont jamais chauffés au bois et qui achètent une cuisinière, un poêle de masse, il leur faut entre 1 an et demi et 2 ans avant de vraiment maîtriser le truc. Sur une installation site isolé, je dirais que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, on sent, nous on n'a plus besoin d'aller dehors pour se dire là nos batteries sont HS. On le sait, on se dit là ça fait 3 jours, je sais que c'est bon, là on est un peu juste. On peut même,
Là, c'est pour ça que tout à l'heure je le disais, avec la météo qu'on a aujourd'hui, là je pense que je suis à 400 watts. Ah ouais, là, Je pense que je dois être à peu près à ça tout de suite. t'es le niveau supérieur là de. Non, mais parce que moi j'adore les stats et que je suis là sur l'ordinateur en disant combien je consomme, combien je produis, machin. Bon, c'est un peu, on n'est pas obligé de faire ça. Mais là, je sais que, par exemple, on a tout cet éclairage, donc on doit être à peu près à 50 watts de conso. On a le système on a les circulateurs qui sont en train de tourner pour le chauffage au sol. Donc là, je sais que je suis à 45 watts. Donc on doit être à une consommation, il y a la box qui tourne, donc on doit être à une consommation d'à peu près 150 watts là tout de suite. Donc, alors mes batteries sont pas chargées, hein, vous allez voir, elles sont pas elles sont pas branchées parce que je suis en train de le faire. Mais si elles étaient branchées, je sais que là j'enverrais 200 watts dans mes batteries, quoi, à peu près. Okay, ouais. Voilà. Mais ça, à force. Surtout si on s'y intéresse et qu'on va voir les écrans, et on le sait, et du coup après on se dit bah là aujourd'hui je sais que j'ai pas de soucis donc je peux faire ce que je veux, ou de se dire non là aujourd'hui on fait attention. On a parlé tout à l'heure mais là on le redit, l'afficheur des portées il aide beaucoup quand même. Ouais, c'est important. Il y a deux choses, il y a l'afficheur des portées et puis il y a les statistiques par internet. Donc ça, je ne connais pas toutes les marques, donc je sais que Victron et Studer le proposent. Et quand on voit ce qui rentre, ce qui sort, où en sont les batteries, où en est la température des batteries, etc., on a toutes les courbes, on peut tout savoir. Ça parle, on sait, je sais que j'ai eu un souci il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui me disait je ne comprends pas pourquoi mes batteries elles sont très basses le matin alors que je ne fais rien. Et on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y a une pompe à chaleur qui ne marchait pas bien et qui se mettait en route la nuit alors qu'elle ne devait pas. Alors qu'on l'avait programmé en disant non mais toi tu marches la journée parce qu'on ne va pas commencer à utiliser ce genre de choses sur les batteries la nuit. Et donc il avait une surconsommation la nuit qui faisait que tous les matins les batteries étaient trop basses. Et ben en regardant les courbes on s'est dit mais il se passe quoi à 2h du mat'? Mais ça c'est un truc qu'on doit quand même apprendre parce que quand tu es en site isolé et que tu as un problème, c'est bien de pouvoir comprendre son problème. Bien sûr. C'est l'importance de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire je vais être en site isolé, je paye 20 000 € et je me fais une belle installation et quand le gars il repart on est content. La première fois où il y a un voyant qui s'allume on te dit zut c'était quoi déjà son numéro, son 06? Ah ben il veut pas répondre ou il est pas là. Ou alors il est mort. Il fait semblant de pas répondre. Voilà, parce qu'il est overbooké. Et par contre, quand on va sur les forums, quand on va faire l'achat soi-même et qu'on se fait accompagner, le jour où ça tombe en panne, on dit ok, attends, là je sais à quoi ça correspond, je vais aller voir la courbe et j'ai une formation là-dessus, et voire même j'ai mon régulateur qui a cassé. Comme je l'ai monté moi-même, je vais pouvoir le changer moi-même. Je sais qu'il faut faire sauter le photovoltaïque et les batteries avant, sinon je risque de prendre du jus, etc. Et donc là aussi, si on cherche à être résilient et autonome, si on est dépendant de celui qui a installé le système électronique, mais ça vaut pour tout, hein, quelqu'un qui a une chaudière avec une régulation électronique, s'il ne sait pas comment ça marche, ben en fait, il va rapidement avoir des problèmes et donc il ne sera pas réellement résilient. Et ça, c'est un vrai souci. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se former. On a déjà parlé de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, de tout ça, mais sur la partie électronique, c'est aussi le cas. Oui, c'est vrai. Non mais, et ce que j'aime bien aussi dans les... Enfin moi là je parle sur l'onduleur que j'ai, c'est qu'il t'affiche l'erreur. Et là tu peux aller te reporter sur un notice et même déjà il te parle, simplement il te parle, il dit 63. Alors, au début tu dis, enfin je dis au hasard mais 63, oui batterie faible donc il s'est mis en protection, des choses comme ça. Ouais. Et mine de rien d'avoir ce genre de petits signaux, et ben ça rassure parce qu'au moins l'électronique nous parle donc on arrive à comprendre. Oui alors il y en a que ça rassure. Ceux qui sont impliqués dans leur projet, ça les rassure parce qu'ils savent qu'ils ont une information et qu'après ils vont aller chercher. Et puis il y a ceux qui ne sont pas impliqués, ça les fait paniquer. Dès qu'il y a un voyant rouge, c'est la panique. Et moi ça m'est arrivé quand j'étais installateur de devoir me taper des kilomètres parce qu'à l'époque il n'y avait pas le monitoring. Me taper des kilomètres et disant non mais tu as juste ta batterie qui est faible là, il faut juste arrêter là, tu as un truc qui consomme trop. Je peux te reproposer de te vendre des batteries, ça peut être sympa. Tu peux. mais j'ai déjà fait, je me souviens, j'ai fait une installation chez quelqu'un qui utilisait son aspirateur n'importe quand, et je lui ai dit non mais on n'avait pas dimensionné pour l'utilisation d'un aspirateur, c'est pas possible. Tu peux pas passer l'aspirateur 2 fois par semaine en plein hiver, t'oublies, c'est pas possible, t'as pas assez. Alors on change les batteries, on met plus de panneaux, et dans ce cas ok tu pourras, mais là on peut pas. Tu vas faire peur aux gens, hein, parce que s'il y en a qui regardent cette vidéo, on peut pas passer l'aspirateur en hiver. Ah ben si, mais les jours où il fait beau. Tu ne peux pas le faire quand il pleut. Il y a une petite chose que je voulais te dire aussi, parce que j'ai encore trop, enfin pas trop souvent, mais j'ai encore souvent la question, c'est le chauffage électrique. Surtout, on oublie le chauffage électrique quand on est en photovoltaïque. J'ai fait une fois le dimensionnement pour quelqu'un qui m'avait posé la question, je me suis dit, tiens, je vais le faire juste pour rigoler.
C'était une petite maison 100 mètres carrés, assez bien isolée. Quand j'avais pris la consommation qu'il avait en électricité, c'est un terrain de foot de panneaux solaires. Donc, t'oublies, ça passe pas. On peut pas. On peut pas faire ça. Bah si tu as quelques hectares. Mais- Je pensais pas autant. Ah non, mais c'est énorme. Il avait combien de convecteurs? Je saurais pas dire, mais c'était une maison classique. Eh ouais. Ah ouais, à ce point-là. Il faut bien se dire que quand on prend une bûche de 1 kg, c'est 4 kW. Une bûche en bois, on brûle une bûche en bois correctement, au maximum, on va produire 4 kWh. 4 kWh en plein hiver. C'est-à-dire là, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas les produire avec 6 kW de panneaux. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut oublier. Alors, il y en a qui me posent la question sur les pompes à chaleur. Je dis, ok, mais en relève. Tu mets une pompe à chaleur pour les jours où tu n'es pas là. Ok, mais tu mets un poêle de masse ou tu mets un poêle ou une cuisinière. Mais on ne va pas tourner avec même une pompe à chaleur qui consomme plutôt 3 fois moins que des radiateurs ou voire un peu moins que ça. On ne peut pas se le permettre. On ne chauffe pas avec du photovoltaïque. On oublie ça, c'est pas possible. Non, mais c'est bien que tu précises parce que je pense que la première chose, il y en a qui doivent te contacter. Je ne veux pas réduire mon confort. Je suis en convecteur. Là, un terrain de football. Ah, ok, d'accord. Ouais. J'ai compris. On va revoir alors notre. C'est bien que tu précises ça. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Non, je sais plus de quoi je parlais, je sais plus. Ben, on parlait là, on en était au convecteur. Que tu expliquais à quel point c'était compliqué. Oui, mais c'est ça. Mais donc oui, alors après, quand on parle sur tout le dimensionnement, donc on a parlé des batteries, on a parlé du module photovoltaïque. Ensuite, on va parler de l'onduleur. Donc là, l'onduleur, on doit le dimensionner pour l'élément le plus puissant. Par exemple, donc là on a parlé le cas du poste à souder, donc là c'est un cas un peu particulier, mais il y a souvent la disqueuse aussi qui peut poser problème. Donc là effectivement quelqu'un qui dit bah écoute moi je fais de la disqueuse 3 fois par an, ou de la bétonnière, ça fait mal, la bétonnière électrique, parce qu'en plus ça tourne longtemps. Bon effectivement on peut passer sur le groupe électrogène, même si je suis vraiment pas fan du groupe électrogène. C'est tellement rare l'utilisation que ça va, c'est pas ce que ça veut utiliser. Oui mais au final on se dit bah ok je suis autonome parce que j'ai un groupe électrogène, il faut mettre du pétrole dedans, donc il faut surtout pas compter là-dessus. Le jour où si éventuellement on a une situation où l'énergie devient compliquée à avoir, on n'aura pas du pétrole à mettre dans le groupe électrogène, hein, donc il faut oublier ça. Alors si c'est pendant une période de chantier, bah, ça peut passer. Ce que j'ai conseillé, je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait, c'est de tirer une rallonge chez le voisin en fait. D'ailleurs, ça sert à ça aussi. Hein. On met ça sur la rallonge du voisin, on lui dit bah voilà, écoute, j'ai consommé ça, parce que ça enregistre tout. Pendant tout mon chantier de tout l'été, j'ai consommé ça, je te le paye à 20 centimes du kilowattheure. Et puis voilà, quoi, tout va bien. Et il vaut mieux faire ça que d'avoir un groupe électrogène qui ne va pas démarrer parce que le machin est encrassé, qu'on a oublié de faire la maintenance du bidule, ça fait du bruit, ça pollue, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on peut partir sur le groupe électrogène, mais pour moi c'est vraiment une méthode d'urgence, quoi, ne pas compter là-dessus. Mais c'est bien de le préciser quand même, que oui, c'est vraiment en cas extrême, ouais. Mais si on était en période dégradée, comme tu dis, dégradée, je parle de la vie, hein, pas de la période, hein. C'est sûr que le pétrole, peut-être qu'on pourrait remplacer par des huiles végétales. Oui, mais c'est pareil, en mode dégradé, l'huile végétale, tu seras très content de l'utiliser ailleurs, et ça sera bien plus important ailleurs que pour le brûler pour faire l'électricité. Sauf si ça apporte une puissance qu'on pourrait être le premier à dire que si on devait pédaler, ce serait compliqué. Peut-être que si on a besoin d'une grosse puissance d'un coup, on se dit bon, je vais peut-être utiliser un peu d'huile que j'aurais pu consommer, mais je préfère ça que pédaler pendant 15 heures. Oui, mais ah oui, non, c'est même bien plus que ça. Mais t'imagines, pour te dire. Ah non, mais quelqu'un qui pédale, c'est 200 watts. Donc, allez, tu vois. Et un panneau en 1 heure. Quand il y a un peu de soleil, il peut fournir 200-300 watts si tu as des 300 watts. Ah oui, ah non, mais c'est pour ça que. Ah oui, non, mais c'est pour ça que tu mises pas sur les enfants que tu fais pédaler dans la cave. Ça marche pas, ça. Ah mince, ça pourra. On le voit dans les gares d'ailleurs. On pédale pour alimenter le smartphone. Mais ok, le smartphone, c'est moins de 5 watts, ok. Mais tu démarres pas ça avec un vélo, quoi. T'oublies, tu vois, les 1000 watts, là, t'oublies. Ouais, excuse-moi, je te coupe alors sur l'onduleur. Donc sur l'onduleur, on le dimensionne pour l'élément le plus puissant. Donc en général, ça va être. Alors ça dépend de l'activité professionnelle. Par exemple, j'ai fait un dimensionnement pour quelqu'un qui travaille le bois. Donc là, on est allé voir son combiné bois, combien il consomme. On a calculé quelle est sa puissance, combien il consomme dans la journée. Et on va dimensionner en fonction de ça en disant, voilà, alors moi je l'ai dimensionné dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai un combiné bois qui consomme 2,4. Et donc je me suis dit, mon onduleur, il faut que ce soit plus puissant que ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, si tu as un enfant qui veut se faire un toast avec ça en même temps, là, il faut aussi. Ça va faire jblong. Ouais. Ah oui, mais c'est là aussi où à chaque fois on dit, aujourd'hui il fait beau,
j'ai du bois à travailler, je m'y mets, mais par contre, on ne met pas en route la machine à laver. Bon, sachant que ça, on en a déjà parlé, mais la machine à laver, on la fait tourner à l'eau chaude, déjà, pour consommer moins. On va essayer de ne pas utiliser l'électricité de la résistance de la machine pour essayer d'optimiser au maximum, pareil sur le lave-vaisselle. C'est là où ça a son importance, les panneaux solaires thermiques. Oui. Aussi. Bon, mais bon, ça peut te permettre d'utiliser moins d'électricité. Ah oui, bien sûr, parce qu'il en faut 4 fois moins en surface. Donc on peut dire ça. Après, il y a un autre débat, là, on n'a pas le temps, et puis c'est pas le sujet, mais après, là où sur le photovoltaïque, directement sur les panneaux, on n'a pas de souci de vieillesse, sur du thermique, on en a. Donc il faut bien se poser la question. Parce que dedans, il y a du liquide qui passe. Et donc, oui, et puis parce qu'il y a des grosses contraintes de dilatation, qu'on a des joints, qu'il y a du cuivre, etc., etc. Et donc quand on a beaucoup de panneaux, comme ce qu'on a vu chez Didier, où il y a 4 panneaux, ça veut dire qu'on a déjà 4 mètres de cuivre raccordés les uns derrière les autres, entre moins 20 degrés en hiver et plus de 100 degrés en été, on voit un peu la dilatation que ça fait. Et les joints, les raccords et tout ça, ils n'aiment pas, quoi. Sur le long terme, ça n'aime pas trop. Donc c'est pour ça que sur le thermique, sur les petits kits thermiques, ça peut passer, mais sur les grosses installations, notamment la mienne, où je vais faire du chauffage, en été, on a des soucis, quoi. Vu qu'on ne donne pas que des bonnes nouvelles, si je peux rassurer les gens, pour ma part, là, cet hiver, j'ai eu 15 jours, j'ai eu vraiment 2 semaines, bon, je suis dans le Tarn, mais j'ai eu 2 semaines où faut vraiment faire très gaffe. Après, le reste du temps, j'ai pas l'impression d'avoir toujours les yeux rivés sur le pourcentage et ce que je consomme, quoi. C'est parce que ton installation est bien dimensionnée. Bah oui. Si elle est bien dimensionnée, t'es pas tout le temps effectivement à regarder le monitoring en disant là cette semaine ça va pas passer. Donc ça c'est d'où l'importance de passer du moment là-dessus et de pas se tromper. Ou d'être bien accompagné, toi ou des fournisseurs en ligne qui font bien leur boulot, parce que mine de rien, ça j'aurais pas su le faire au début, même avec des vidéos comme on fait là. C'est quand même difficile, même si on donne des conseils, c'est difficile. Et c'est là la valeur ajoutée des personnes comme toi qui font de l'assistance pour les personnes qui veulent monter leur système, ou de passer par des sites de professionnels et qui savent bien écouter, entendre nos besoins et nous fournir quelque chose de bien évalué par rapport à notre outil. Et c'est là aussi, alors je ne peux pas tout le temps faire comme ça parce qu'il y a des fois ça fait trop de kilomètres et on n'est plus bon au niveau de l'impact, mais je préfère franchement venir. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je prends un peu mon listing en disant bon, qu'est-ce que vous avez comme éléments qui consomment dans la maison, quel est votre usage, vos films, vos machines à laver, etc. Et puis donc je fais la liste, et puis à un moment je dis mais vous avez un Thermomix? Il me dit ah bah oui j'ai un Thermomix. Ah oui mais vous ne m'aviez pas dit, vous l'utilisez beaucoup? Ah bah à fond. Ah merde, voir ce que ça consomme un Thermomix, c'est un truc de dingue. 2000 watts au moins je pense. Oui c'est par là, ouais. Et alors après ça dépend de ce qu'on y fait. Parce qu'il y a des Thermomix, on n'est pas obligé d'utiliser la résistance qui est à l'intérieur. Mais quelqu'un qui en a un usage, surtout le soir, encore une fois, il faut essayer de consommer au moment où on produit. Donc le Thermomix en pleine journée, quand il fait beau, ce n'est pas forcément un problème. Mais par contre le soir, ça veut dire qu'on va déjà taper dans les batteries. Donc c'est pour ça que j'aime bien discuter avec ces familles, de voir quels sont les usages. Et puis en discutant comme ça, on peut dire peut-être le Thermomix qu'en été ou comment adapter ça, quoi. Et on va faire, c'est pour ça que dans le dimensionnement, il y a aussi une part de pédagogie, qui est la partie qui m'intéresse le plus d'ailleurs, où on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut diminuer. Ça doit mettre une claque aux gens de comprendre que bon, vu qu'on appuie sur le bouton et qu'on ne se pose pas de questions, ce que ça implique réellement quand ils commencent à prendre conscience de ça, là ils doivent avoir une porte qui s'ouvre dans leur cerveau et se dire ah ouais quand même, surtout quand tu dis, tu sais, pour pédaler. Ouais. Ah ouais quand même, 200 watts, c'est quoi 200 watts, c'est 10 heures de pédalage, tu disais? Alors 200 Wh, c'est 1 heure. Pour faire 200 Wh, il faut que tu pédales. 200 watts, c'est la puissance. Et encore, moi, je n'ai pas les cuisses pour faire du 200 watts pendant 1 heure. Hein. J'y arriverai pas. On a fait des concerts avec des vélos comme ça, où on faisait pédaler des gens pour faire l'électricité, pour l'éclairage et tout ça. Ils tenaient pas, il y avait des morceaux de jazz, ils ne tenaient pas la longueur du morceau de jazz. Il fallait qu'on change de bonhomme en plein milieu du... Et on cherchait, on allait au bar en disant, il y a des cyclistes là parce qu'on n'arrive plus à tenir, quoi. Ah oui, c'est énorme. Mais par contre, quand tu dis que c'est une porte ouverte, c'est la bonne expression, parce que par contre, on se dit, ah ok, mais c'est vachement intéressant en fait. Et c'est chouette de se dire, je me reconnecte, tu vois, j'en parle souvent, je me reconnecte à la nature, et j'essaie de refaire un lien entre mes besoins et ce qui se passe dehors, et quelles sont les possibilités. Et en fait, ça, c'est passionnant. Ou de se dire, il faisait comment avant. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, là, pour l'électricité, il ne faisait pas.
Non, mais comme ils disaient avant, par exemple, pour faire cuire tel truc, bah, ils allaient faire un feu et puis voilà. Oui, oui, oui. Non, mais des fois, c'est... Ah bah après, sur la cuisine, c'est tous ceux qui ont une cuisinière, je pense, qui ont testé la cuisinière, ils pourront le dire, c'est fabuleux. Faire la cuisine sur la cuisinière, c'est génial. Mais effectivement, ça c'est quelque chose, alors c'est pas ancestral, mais il y a une centaine d'années, c'est ce qu'ils faisaient. Sur l'électricité, là, c'est là aussi où c'est passionnant, c'est que là, on recrée quelque chose de nouveau. Quand on nous parle de retour à la bougie, pas du tout, c'est pas du tout ça l'idée, pas du tout, absolument pas. Au contraire, c'est de garder les parties du progrès qui nous font réellement gagner du temps et qui peuvent être durables. Et donc le panneau photovoltaïque, c'est le cas. Je viens de les recevoir, mes batteries en nickel-fer. Et donc on voit déjà tout de suite, ça prend énormément de place. Et encore, là, il y a encore toutes celles qui sont dans la palette que je n'ai pas encore mises parce qu'il faut que je déplace mes capteurs solaires thermiques. Donc j'ai encore un petit peu de boulot pour pouvoir arriver à mettre tout ça. Tu avais prévu autant en place? Tu le savais? Ouais, je le savais. Ouais, je le savais, mais on m'a filé ces capteurs-là, donc il faut que j'arrive à trouver une solution, parce que là, par contre, je ne sais pas où les mettre. À l'archipel. Il y en a la moitié qui sont en panne dedans, mais bon, ouais. Donc ça, c'est déjà une contrainte. Non seulement ça va prendre de la place, mais en plus, c'est très lourd. Donc là, on a 750 kg à peu près de batterie. Donc autant dire que quelqu'un qui part sur un projet Tiny House, il oublie nickel-fer. Première chose. Ensuite, on va avoir un problème aussi, une contrainte qui n'est pas forcément un problème, mais une contrainte, c'est qu'il y a de l'entretien. Comme sur les OPZS, donc c'est celle que j'avais avant, ou celle qu'on a vue sur une autre vidéo chez Didier. Je mettrai des photos pour que les gens voient un peu. Ouais. Les OPZS aussi, on a des petits bouchons dessus, comme ça, et on va devoir ajouter de l'eau. Donc là, c'est de l'eau distillée là, sur ces batteries-là. C'est pour ça qu'ici, on va voir la limite maximum et minimum qu'il faut absolument respecter. Ah oui, j'ai pas vu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas poser les batteries l'une à côté de l'autre au même niveau. Il faut qu'il y ait un décalage, comme ça, une sorte d'escalier, pour qu'on puisse à chaque fois voir la rangée qui est derrière. Parce qu'on peut très bien faire, moi j'ai fait 2 rangées parce que sinon je ne ferme plus ma porte, mais on peut très bien faire sur 3 ou 4 rangées si on veut. Mais à chaque fois, il faut faire ce système pour pouvoir avoir accès au niveau. Et aussi, parce que là j'ai eu le souci une fois, on ne peut pas faire des étagères à cette hauteur-là, parce que sinon on ne va pas pouvoir avoir accès au bouchon. Oui, et puis donc, voilà. Verser, ouais, ça va être... ça va être très compliqué. Donc c'est des contraintes de mise en œuvre qui peuvent être rédhibitoires parfois. Après, c'est aussi des batteries qui sont plus chères. Je n'ai pas tous les prix en tête comme ça, puis c'est très fluctuant, donc je ne vais pas prendre le risque. Mais c'est vrai que comparé aux batteries Pilontech, par exemple, qui sont très à la mode actuellement, on va être plus cher au kilowattheure. Ah, de combien de pourcents? Parce que je pense que ça va... Mais je risque de dire une bêtise, mais je dirais 30 à 40%, c'est un truc comme ça. Eh ouais, le kilowatt. Ouais, au kilowatt, ouais. Eh ouais. Sachant que là, pour avoir la même puissance, on a en Pilontech, on doit avoir à peu près cette taille-là, quoi. Ce serait ça. Donc c'est quand même une très très grosse différence. Par contre, il y a des très gros avantages au nickel-fer. C'est pour ça que personnellement, moi j'ai fait ce choix-là. C'est que ça, c'est des batteries qui sont données déjà direct pour 26 ans. Bon, c'est en cycle, hein, mais je ne veux pas m'avancer en cycle. Mais elles sont données déjà pour 26 ans. Sachant que si on les utilise de façon, même si on va beaucoup plus loin que ceux pour lesquels elles sont conçues, c'est-à-dire qu'il y a un test qui a été fait, ils ont fait 3 cycles à 100% par jour, et alors je me souviens plus exactement, mais c'est au bout de 3 ans, elles avaient perdu 80% de leur capacité, ils ont changé l'électrolyse, donc ils ont fait tous ces tests comme ça pendant 3 ans, ils ont fait des tests qui sont bien au-dessus de ce qui est conçu, et elles avaient perdu que 80% de leur capacité, ils ont changé l'électrolyse et c'était reparti à 100%. Donc c'est dire que c'est des batteries qui sont conçues pour tenir longtemps. Et comme moi je fais plutôt la promotion de la résilience, donc je suis plus dans l'idée d'avoir des systèmes qui vont durer longtemps et qui ne seront pas fragiles. C'est-à-dire que là, ça m'est déjà arrivé, il y a une fois j'ai fait une erreur et j'ai fait un gros courjus. Ça, sur des OPZS, ça peut faire très mal. Sur des Lions, normalement, elles sont protégées, mais bon, on peut carrément les faire cramer. Peut-être le BMS qui peut sauter. Voilà, c'est le BMS, hein, normalement. Mais c'est vrai que quelqu'un qui bricole et qui va faire ses Lions tout seul, si jamais il fait un courjus, ça peut faire très mal. Là-dessus, bon, il ne se passe rien, quoi. Il ne faut pas laisser longtemps, bien sûr. Hein. Ouais. J'ai essayé pendant 1 heure avec le courjus, ça s'est mal passé. Donc voilà, même si on oublie de les remplir et qu'on descend trop bas, à partir du moment où on va les re-remplir, on va retrouver aussi des capacités qui sont encore intéressantes, ce qui n'est pas le cas des OPZS. Les OPZS, on oublie, si à partir du moment où on commence à avoir les plaques en plomb, alors là c'est la catastrophe. Donc on sait que ça c'est des batteries qui sont beaucoup plus résistantes et c'est pour ça que
Je fais la promotion de ces batteries-là quand c'est possible, donc quand il y a le budget et la place. Sinon, après, on peut s'orienter vers d'autres batteries, sachant qu'il y a quand même pas mal de technologies de batterie. Et on peut toujours arriver à trouver le modèle de batterie qui correspond à notre projet, quoi. Il y a un point très important sur ce type de batterie, et c'est là où les batteries Li-ion ou LiFePO ne fonctionnent pas de la même façon, c'est que là, c'est des batteries qui sont à chaque fois, elles font 1,2 volts. Donc on ne peut pas dire, je vais en prendre moins et j'aurai moins de capacité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on part en 24 volts, on en a la moitié, mais si on part en 48 volts, on a de toute façon cette quantité de batterie. La seule différence, c'est la hauteur. C'est-à-dire que ça, c'est des 400 ampères-heure. Si j'avais des 600, elles seraient grandes comme ça, des 250, elles sont un peu plus petites, mais de toute façon, il y a l'emprise au sol, c'est ça. Donc il y a plein de moments où ça va poser problème. Même sur un bateau, tu peux pas mettre ça. Ah, t'oublies, sur un bateau, t'oublies. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, ça avait été conçu pour les tramways, je crois, il y a une centaine d'années, mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser ça dans des véhicules, c'est absolument pas envisageable. Trop lourd. Trop lourd, ouais, trop lourd, trop comment. Lithium, hein, directement. Déjà là, ils ont dû concevoir des véhicules différemment par rapport au poids, comment équilibrer la voiture, etc. Avec ça, mais ce serait l'enfer. Ou alors on mettrait dans une remorque à côté. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais c'est pas possible. C'est vraiment quand on a un projet d'autonomie sur le long terme qu'on va s'intéresser à ce type de batterie. Après, ça c'est important aussi de le dire, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes plages de tension au niveau du réglage du régulateur. Ici, sur un système Pilontech, il y a le BMS qui va gérer déjà pas mal, et donc il y a le régulateur qui fait son boulot, mais il a beaucoup moins de choses à gérer. Là, par contre, on va devoir aller dans le régulateur et modifier les paramètres. Donc là, on l'utilise avec un smartphone, mais ça peut se faire avec un ordinateur. Et donc tous les systèmes de régulateurs n'acceptent pas, parce que là, on doit monter à plus de 60 volts. Il y a des régulateurs qui ne l'acceptent pas. Alors après, bon, Victron, on peut faire tout ce qu'on veut sur du Victron, donc pas de problème. Sur du Studer aussi, enfin il y a plein de marques où c'est STK aussi, mais il y a des marques où on ne peut pas monter sur des plages plus importantes. Mais écoute, je suis content qu'on puisse, depuis le temps qu'on en parle du nickel fer sur la chaîne, je suis content qu'on ait pu le filmer, parce que je pense que visuellement, et encore tu n'as pas tout installé, visuellement les gens, je crois que là ils ont compris le réel problème, pourquoi c'est pas commercialisable à grande échelle. T'imagines les containers, tout ce qui pour... Oui, c'est vrai qu'il y a certains impacts là aussi. Ah oui, ça vient de Chine. De toute façon, c'est fabriqué soit aux États-Unis, soit en Chine, mais enfin, vu la différence de prix, on a vite fait le choix. Vu que c'est déjà un sacré budget. Oui, ça c'est pour ça que souvent quand je fais les accompagnements, je prends une photo et je montre, regardez à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Vidéo, je suis quand même, regardez à quoi ça. Ah, mais c'est impressionnant. Ouais. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, on en a parlé sur la vidéo où on parle des OPZS. Les OPZS, il y a des émanations qui sont toxiques. Là, il y a aussi des émanations, mais là par contre, elles ne sont pas toxiques. Et elles ne sont pas explosives. Donc c'est moins problématique. Bon, ici c'est suffisamment ventilé, il n'y a pas de problème. C'est moins problématique que le lithium. Que les OPZS. Mais le lithium aussi, tu sais, il y a eu des départs de feu sur les... Ah oui, mais alors là, c'est quand il y a un problème. Ça, c'est quand il y a des problèmes de tension ou autre, mais alors là, c'est un accident, quoi. Là, on n'a pas ce problème-là. Et en plus, il y a aussi un paramètre qui peut aussi, quand on met en confrontation avec le lithium, c'est que ces batteries-là ne craignent pas le gel. Alors que le lithium, il faut faire très attention si on fait ça dans un cabanon dehors qui potentiellement peut geler, alors là, on peut avoir des soucis. Donc là aussi, on peut se dire, tiens, là, je n'ai pas la possibilité de le mettre dans la maison, je construis un cabanon, avec le lithium, il va falloir que je trouve des solutions pour que ça ne descende pas trop en température. Et là, non. Et là, non. Et la chaleur, comment ça réagit? Parce qu'on nous dit aussi, faites attention. Ouais, la chaleur. Alors ça, sur la chaleur, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur des projets Earthship. À la base, quand sur le projet Earthship, le cabanon est sur le toit et les batteries sont sur le toit. Et ça, il y a un truc sur lequel j'arrive pas à bien à être d'accord sur ce concept-là, c'est qu'il y a un point commun sur toutes les batteries, c'est qu'elles n'aiment pas la chaleur. Alors les lithium au-dessus de 40 degrés, il y a carrément le BMS qui dit stop, moi j'arrête de bosser. Mais les OPZS n'aiment pas ça du tout, les nickel fer n'aiment pas ça du tout non plus, personne n'aime la chaleur. Donc ça aussi, on ne met pas le cabanon, le local batterie ni sur le toit ni plein sud, on essaie de le faire plutôt sur une partie arrière, isolé si c'est nécessaire et aéré si c'est nécessaire. J'ai vu une rallonge électrique là. C'est quoi ce truc qui vient qui est sorti de ton meuble? Je sais que tu aimes bien les systèmes D. Ça c'est une petite invention maison qui est assez... Nous on aime beaucoup utiliser la récupération pour avoir des petites astuces comme ça. Et donc là, en fait, on se rend compte que très souvent, tu as parlé de la raclette tout à l'heure, je vois que monsieur est amateur. Ah mince,
À chaque fois qu'on fait la raclette ou le grille-pain, bon, il y en a un qui va chercher la rallonge, ah punaise, et elle est partie, elle est la disqueuse, machin. Et là, non, l'idée, c'est d'avoir, à l'intérieur, il y a un enrouleur avec un bouton, et donc la rallonge, là, donc voilà, j'en ai sorti beaucoup, mais quand on appuie sur le bouton, la rallonge va rentrer toute seule dans le... Et alors ça, c'est très simple, c'est un enrouleur d'aspirateur. Sauf que l'enrouleur d'aspirateur, il est avec une prise positive et pas une prise femelle. Donc on change la prise, on l'intègre au meuble, il y a un petit bouton qu'on vient mettre derrière. Le bouton qui est sur l'aspirateur. Qui est sur le bouton de l'aspirateur, voilà. Et du coup, on a une rallonge qui est en permanence accessible, et voire même invisible, hein, finalement, ça se voit pas. Et nous, on l'utilise tous les jours, mais c'est génial. Ce truc-là, je suis trop content d'avoir testé ça, c'est super pratique. Mais je sais qu'à chaque fois, tu as des systèmes D comme ça. Dans la première vidéo, j'avais vu, mais ça, j'adore ça. C'est des petits, c'est marrant à faire avec les gamins. À chaque fois, on va à la déchetterie, on dit tiens, avec ça, on pourrait faire ça, avec ça, on pourrait faire ça. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Donc, ça fait plaisir d'avoir pris 5 minutes pour fabriquer ce truc-là. Gain de place est super pratique. Ça, ouais. je pense que je te piquerai l'idée. Je pense que je vais le breveter puis je vais le revendre à ceux qui vendent, ceux qui fabriquent les cuisines. Non, c'est pas l'esprit. Mais oui, effectivement, dans les gens qui ont visité ici, il y en a pas mal qui m'ont dit ah ouais, ça je vais le faire. Je te piquerai l'idée. En plus des aspirateurs, combien il y en a des jetés dans les. Je le vois dans les. Ah mais tu récupères ça partout quoi. Ah ouais. Écoute Rémi, je tiens à te remercier. Bon, je reprécise. Alors les gens ils vont dire si on le sait pas que. Donc tu as sorti un livre avec Didier Flippo. Qui s'appelle La Maison Résiliente, pas La Maison Résiliente, aux éditions Terran. Tu reparles de tout ce qui est électricité aussi, tu t'en parles dessus. Tu fais de l'accompagnement, donc je mettrai tous les liens en description. Les gens, oui, il y a une description. Des fois, on me dit, c'est où la description? Sous la vidéo. Elle est juste là, sous la vidéo. Oh punaise, je vais t'employer, c'est trop bien. Et je tenais à te remercier. Et puis, je te dis à très bientôt sur des salons, parce que je sais qu'on va avoir des salons, on va se rencontrer. On va se revoir, ouais. À bientôt, Rémi.